Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de cette conférence terminale de la chaire d'AMI, je voudrais proposer quelques éléments de réflexion sur les enjeux de la recherche en machine learning pour l'actuariat. Il ne s'agit pas de dresser un panorama exhaustif de toutes les méthodes disponibles, mais plutôt d'identifier plusieurs questions scientifiques qui me paraissent particulièrement importantes en ce mois de mai 2021. L'actuariat a toujours reposé sur l'exploitation des données, sur la modélisation probabiliste et sur l'évaluation de l'incertitude. L'arrivée du machine learning ne remet pas en cause ces fondements. Elle élargit considérablement la gamme des outils disponibles, notamment lorsque les relations sont non linéaires, lorsque le nombre de variables est élevé ou lorsque les données sont peu structurées. Mais elle soulève aussi de nouvelles difficultés. Comment comparer les algorithmes de manière reproductible? Comment expliquer une prédiction complexe? Comment distinguer une simple association d'un effet causal? Comment utiliser l'information provenant de portefeuilles différents? Et comment quantifier l'incertitude entourant les résultats? Ce sont ces 5 enjeux que je vais successivement présenter en m'appuyant sur des travaux récents, tous disponibles à la date de cette conférence. Cette première comparaison oppose, de manière volontairement schématique, l'apprentissage statistique et le machine learning. L'apprentissage statistique est historiquement issu de la statistique. Il part souvent d'un modèle probabiliste explicite reliant une variable à expliquer aux covariables. L'attention porte alors sur l'interprétation des paramètres, la précision de leur estimation et la quantification de l'incertitude. Le vocabulaire est celui des paramètres, des estimateurs, des intervalles de confiance et des hypothèses de modèle. Le machine learning vient davantage de l'informatique. Il met l'accent sur l'algorithme, la capacité à traiter de grands volumes de données et la qualité prédictive hors échantillon. On parle de poids, d'apprentissage, de fonction de perte, de régularisation ou d'hyperparamètres. La structure du modèle est parfois moins directement interprétable, mais elle peut représenter des interactions et des non-linéarités très complexes. Il faut toutefois éviter d'opposer caricaturalement ces deux cultures. Le statisticien ne néglige pas la prédiction et le data scientist ne travaille pas nécessairement sans hypothèse. Tout algorithme contient des choix implicites, une architecture, une pénalisation, une métrique ou une procédure d'échantillonnage. De même, les méthodes statistiques modernes utilisent la validation croisée, la régularisation et des modèles très flexibles. Les dangers diffèrent néanmoins. Du côté statistique, une mauvaise spécification ou une paramétrisation excessive peut produire une inférence trompeuse. Du côté du machine learning, le surapprentissage et les fuites d'informations peuvent donner une illusion de performance. Pour l'actuaire, l'enjeu est donc moins de choisir entre deux camps que de réunir leurs qualités. La puissance prédictive des algorithmes, la discipline de validation de la statistique et une quantification explicite de l'incertitude. L'actuaire et le data scientist ont vocation à travailler ensemble, voire à partager progressivement un langage commun. Cette diapositive résume les 5 axes que je souhaite mettre en avant. Ils ne sont pas indépendants. Ils forment au contraire un programme de recherche cohérent. Le premier axe concerne la génération de jeux de données. En assurance, les données individuelles sont rarement publiques en raison de leur caractère confidentiel et de la valeur économique qu'elles représentent. Il faut donc construire des données synthétiques réalistes pour comparer les algorithmes et permettre la réplication des études. Le deuxième axe est celui de l'intelligence artificielle explicable. Les décisions actuarielles ont des conséquences sur les primes, les provisions ou l'accès à une couverture. Une bonne prédiction doit donc pouvoir être comprise, auditée et discutée. Le troisième axe porte sur l'inférence causale. Un modèle prédictif décrit ce qui est susceptible de se produire. Il ne dit pas automatiquement ce qui se produirait si l'assureur modifiait un tarif ou une action commerciale. Le quatrième axe est le transfert d'apprentissage entre domaines hétérogènes. Il s'agit d'utiliser l'information provenant d'autres portefeuilles ou d'autres populations lorsque les données du domaine cible sont rares, sans supposer que toutes les distributions sont identiques. Enfin, le cinquième axe
concerne l'évaluation de l'incertitude. Un point prédit sans indication de sa fiabilité est insuffisant pour de nombreuses décisions actuarielles. Ces 5 thèmes relient directement la recherche actuarielle aux développements les plus actifs du machine learning. Le premier enjeu est donc la création de jeux de données permettant de comparer les algorithmes et de reproduire les résultats. Dans de nombreux domaines du machine learning, les progrès reposent sur des bases de référence accessibles à tous. En assurance, cette logique est difficile à appliquer. Les données contiennent des informations individuelles sensibles, reflètent la stratégie d'une compagnie et ne peuvent généralement pas être diffusées. Gabrielli et Wüthrich ont proposé en 2018 une machine de simulation d'historiques individuels de sinistres. L'idée est de ne plus produire seulement un triangle agrégé, mais de simuler le cycle de vie des dossiers, délai de déclaration, montant du sinistre, nombre et calendrier des paiements. La construction combine des distributions choisies a priori, des modèles paramétriques et des réseaux de neurones de type feed-forward. Le résultat est un environnement contrôlé dans lequel on connaît le mécanisme générateur. On peut alors vérifier si une méthode de provisionnement retrouve correctement les caractéristiques du portefeuille et comparer plusieurs algorithmes sur une base commune. Le second exemple, publié par Saut, Boucher et Valdez en mars 2021, concerne les données télématiques automobiles. Leur jeu synthétique contient 100 000 polices avec des variables tarifaires classiques, l'expérience de sinistralité et des indicateurs décrivant la conduite. Les auteurs cherchent à préserver les relations complexes observées dans une base réelle sans en reproduire les individus. Ils utilisent notamment une extension de SMOT et des réseaux de neurones afin de recréer les dépendances entre les variables. La génération synthétique poursuit donc 3 objectifs: fournir des benchmarks publics, protéger la confidentialité et permettre des expériences reproductibles. Mais elle soulève aussi une question méthodologique essentielle: qu'est-ce qu'un jeu synthétique réaliste ? Reproduire les distributions marginales ne suffit pas. Il faut préserver les dépendances, les comportements extrêmes et l'efficacité des modèles entraînés sur ces données. Inversement, une copie trop fidèle peut compromettre la confidentialité. L'évaluation doit donc porter simultanément sur l'utilité scientifique, la fidélité statistique et le risque de divulgation. Les réseaux antagonistes génératifs ou GAN offrent une autre voie pour créer des données synthétiques. Leur principe repose sur 2 réseaux entraînés conjointement. Le générateur produit de fausses observations à partir d'un bruit aléatoire. Le discriminateur ou critique tente de distinguer les observations générées des données réelles. Le générateur s'améliore progressivement en cherchant à tromper ce critique. Cette compétition permet, au moins en principe, d'apprendre une distribution complexe sans en imposer une forme paramétrique explicite. Coté et ses co-auteurs ont étudié en 2020 plusieurs architectures adaptées aux données de tarification non-vie qui mélangent variables numériques et catégorielles. Le Wasserstein GAN avec pénalité de gradient cherche à stabiliser l'apprentissage et à limiter les problèmes de convergence. Le CTGAN conditionne la génération sur certaines modalités afin de mieux représenter les catégories rares. Une 3e architecture introduit la confidentialité différentielle, qui fournit une protection formelle contre la réidentification au prix éventuel d'une dégradation de l'utilité des données. Le travail de Kevin Kuo propose également un processus de synthèse fondé sur CTGAN. L'évaluation ne se limite pas à comparer des histogrammes, elle examine la capacité des données synthétiques à reproduire des modèles prédictifs, la stabilité des paramètres et les relations multivariées. C'est ce que la diapositive appelle la Machine Learning Efficacy. Un modèle entraîné sur les données synthétiques doit rester performant lorsqu'il est évalué sur des données réelles. Les GAN ne constituent cependant pas une solution automatique. Ils peuvent ignorer certaines parties de la distribution, phénomène souvent appelé effondrement de mode, ou générer des combinaisons incohérentes. Ils peuvent également mémoriser des observations. Pour l'actuariat, la recherche doit donc développer des diagnostics adaptés, reproduction des fréquences rares,
des queues de distribution, des interactions tarifaires et des contraintes logiques. L'objectif n'est pas de fabriquer des données seulement plausibles à l'œil, mais des données utiles pour une analyse actuarielle et suffisamment sûre pour être partagées. Le deuxième grand enjeu est celui de l'intelligence artificielle explicable, ou XAI. Dans l'assurance, une boîte noire peut produire une excellente prévision tout en restant difficile à accepter. Il faut pouvoir détecter un biais, vérifier la cohérence économique du modèle, expliquer une prime à un assuré et documenter les décisions auprès des fonctions de contrôle ou du superviseur. Deux stratégies sont possibles. La première consiste à utiliser des modèles transparents par construction, modèle linéaire, arbre peu profond, règle ou modèle additif. La seconde consiste à entraîner un modèle complexe, puis à l'expliquer a posteriori. Ces explications peuvent porter sur le fonctionnement global du modèle, sur une prédiction individuelle ou sur l'inspection de ses composantes. Des outils comme la dépendance partielle permettent de visualiser l'effet moyen d'une variable. Les modèles locaux de substitution ou les valeurs de Shapley cherchent à décomposer une prédiction particulière. Le travail de Henkertz, Antonio et Coté illustre une approche intermédiaire. Leur méthode, appelée MAIDRR, commence par ajuster une boîte noire performante, par exemple un gradient boosting. Elle extrait ensuite les effets de dépendance partielle afin d'identifier les formes apprises par l'algorithme. L'espace des covariables est segmenté avec une sélection automatique des variables, puis un modèle linéaire généralisé est ajusté sur les classes ainsi construites. On obtient donc un modèle de substitution transparent, proche de la boîte noire, mais exprimé dans le langage familier de la tarification actuarielle. Il faut néanmoins distinguer l'explication du modèle et l'explication du phénomène. Une méthode XAI décrit ce que l'algorithme utilise pour prédire. Elle ne démontre pas que la relation est causale, elle doit aussi être évaluée, fidélité à la boîte noire, stabilité lorsque l'échantillon change, simplicité et compréhension par l'utilisateur. L'enjeu de recherche n'est donc pas seulement de produire une visualisation séduisante, mais de construire des explications fiables, adaptées au contexte de décision et aux différents destinataires. Cette diapositive présente deux prolongements plus spécifiquement actuariels de l'explicabilité. Dans son article publié en mars 2021 dans l'European Actuarial Journal, Arthur Maillard étudie la fréquence des sinistres automobiles à partir de données télématiques. Les variables décrivent non seulement le véhicule et l'assuré, mais aussi l'usage réel, distance parcourue, type de route ou caractéristiques de conduite. Une forêt aléatoire permet de représenter des effets complexes, mais elle reste difficile à lire directement. L'auteur construit alors un arbre explicatif destiné à synthétiser fidèlement les prédictions de l'ensemble. Les régions de l'espace des covariables correspondent à des règles simples. Le modèle explicatif doit trouver un compromis entre trois objectifs: rester proche de la boîte noire, conserver un petit nombre de règles et fournir une expression probabiliste compatible avec une fréquence de sinistre. Le second travail, mené avec Arthur Maillard, porte sur l'extraction de règles pour l'indice de queue. Dans les problèmes de valeurs extrêmes, nous cherchons à comprendre comment la lourdeur de la queue varie avec les caractéristiques du risque. Un algorithme d'arbres additifs peut produire une estimation flexible, mais la surface obtenue est difficile à résumer. Nous utilisons alors les partitions créées par les arbres, puis un regroupement spatial hiérarchique afin d'identifier un nombre limité de zones homogènes. Chaque zone peut être décrite par des règles portant sur les covariables. Dans les deux cas, l'explicabilité ne consiste pas à commenter chaque coefficient interne d'un algorithme. Elle consiste à traduire une structure prédictive complexe en objets actuariels utilisables, classes tarifaires, segments de risque ou règles de décision. Cette traduction doit rester fidèle à la prédiction initiale. Les courbes de fidélité représentées sur la diapositive mesurent précisément ce compromis entre la complexité de l'explication et la proportion du comportement de la boîte noire qu'elle parvient à restituer.
Il y a le troisième enjeu est celui de l'inférence causale. Le machine learning supervisé répond principalement à une question prédictive. Étant donné les caractéristiques observées d'un assuré, quelle est la probabilité d'un événement? Mais de nombreuses décisions de l'assureur sont interventionnelles. Que se passerait-il si nous augmentions la prime de renouvellement? Quel serait l'effet d'une action de prévention? Pour répondre, il faut raisonner sur des résultats contrefactuels, c'est-à-dire sur ce qui aurait été observé sous une décision différente. Le travail de Verschuren sur la sensibilité au prix dans l'assurance automobile illustre ce problème. Le niveau de la prime et la probabilité de résiliation dépendent tous deux du risque du client. Une simple régression peut donc confondre l'effet du prix avec les caractéristiques du portefeuille. L'auteur mobilise des méthodes causales, notamment des modèles flexibles fondés sur XGBoost et l'imputation de réponses contrefactuelles, pour estimer la sensibilité individuelle au prix et optimiser les offres de renouvellement. La concurrence est intégrée car un même prix n'a pas le même effet selon les offres disponibles sur le marché. Le deuxième article de Bakitov et Singh traite de l'endogénéité au moyen de variables instrumentales. Une variable instrumentale influence la décision ou le traitement, mais ne doit affecter directement le résultat qu'à travers ce traitement. Les auteurs combinent cette logique avec le gradient boosting. Leur algorithme Boost 4 peut être vu comme une version itérative et non linéaire de la méthode des doubles moindres carrés. Ces travaux montrent que le machine learning causal ne remplace pas le raisonnement économétrique. La flexibilité algorithmique ne résout ni l'absence d'un bon instrument, ni les variables de confusion non mesurées, ni les violations de l'hypothèse de recouvrement. L'identification causale repose d'abord sur la connaissance du mécanisme et sur des hypothèses discutables. La recherche doit donc associer puissance prédictive, dessin de l'étude et analyse de sensibilité. Le quatrième axe est le transfert d'apprentissage entre domaines hétérogènes. En actuariat, nous rencontrons souvent un domaine cible pour lequel les données sont insuffisantes. Un nouveau produit, un petit portefeuille, une population nationale ou un segment rarement sinistré. D'autres bases existent, mais elles ne suivent pas exactement la même distribution. Les fusionner naïvement peut introduire un biais. Les ignorer conduit à perdre une information précieuse. Radial GAN, proposé par Yoon, Jordan et van der Schaar en 2018, cherche à utiliser plusieurs bases comportant des variables différentes, mais une variable cible commune. Plusieurs architectures génératives apprennent à traduire chaque domaine vers une représentation centrale, puis de cette représentation vers les autres domaines. La cohérence cyclique impose qu'une observation traduite vers un autre domaine, puis ramenée vers son domaine d'origine, conserve son information essentielle. On peut ainsi générer des observations supplémentaires dans le domaine cible et améliorer un modèle lorsque l'échantillon cible est petit. Le travail de Bello et van der Schaar, présenté en 2019, concerne les données de survie. L'algorithme de boosting construit progressivement un ensemble de prédicteurs faibles. Les observations provenant des domaines sources sont repondérées selon leur proximité avec le domaine cible. Les individus dont les caractéristiques correspondent mal à la population cible reçoivent un poids faible. Ceux qui lui ressemblent contribuent davantage à l'estimation. Pour l'actuariat, ces méthodes sont très prometteuses. Partage d'informations entre pays, compagnies, générations ou produits. Elles prolongent, avec des outils plus flexibles, des idées familières de crédibilité. Mais le risque de transfert négatif est réel. Une grande base source peut détériorer les résultats si son mécanisme est trop différent. Il faut donc détecter les décalages de distribution, sélectionner les sources utiles et valider la performance sur le domaine cible. Le volume de données ne doit jamais être confondu avec leur pertinence. Le cinquième enjeu concerne l'évaluation de l'incertitude des modèles. Les algorithmes de machine learning produisent souvent une prévision ponctuelle. Or, pour l'actuaire, deux prévisions identiques peuvent conduire à des décisions très différentes selon leur niveau de fiabilité. Il est utile de distinguer deux formes d'incertitude. L'incertitude aléatoire ou aléatorique provient de la variabilité intrinsèque du phénomène. Même avec une quantité infinie de données, le coût d'un sinistre ou la durée d'un contrat resterait aléatoire.
L'incertitude épistémique provient de notre connaissance imparfaite du modèle. Échantillon trop petit, région peu observée ou choix d'architecture. Elle devrait diminuer lorsque l'information augmente. Gall et Grachamani ont montré en 2016 que le dropout, couramment utilisé pour régulariser les réseaux de neurones, pouvait être interprété comme une approximation bayésienne. En conservant le dropout lors de plusieurs passages prédictifs, on obtient une distribution de résultats. Sur la figure, l'incertitude s'élargit lorsque l'on s'éloigne de la zone où des données ont été observées. Cette approche offre une solution peu coûteuse, même si elle ne remplace pas une analyse complète de la spécification du modèle. Tagasovska et Lopez-Paz proposent en 2019 d'estimer simultanément les deux composantes avec un seul réseau. La régression quantile simultanée décrit l'incertitude aléatorique, tandis que des certificats orthonormaux cherchent à mesurer l'incertitude épistémique. Le graphique distingue ainsi une bande liée au bruit du phénomène et une bande qui augmente dans les régions pauvres en observation. Pour l'assurance, cette distinction est fondamentale. L'incertitude aléatorique relève de la mutualisation et du capital associé au risque. L'incertitude épistémique appelle davantage de prudence, de nouvelles données ou une intervention humaine. La recherche doit fournir des mesures calibrées, mais aussi déterminer comment les intégrer dans la tarification, le provisionnement et la gouvernance. Je termine par la régression quantile, conformalisée, proposée par Romano, Patterson et Candes en 2019. L'objectif est de construire, autour d'une prédiction, un intervalle dont le taux de couverture soit contrôlé. Une régression quantile classique estime directement une borne basse et une borne haute, conditionnelle aux covariables. Elle peut donc adapter la longueur de l'intervalle à l'hétérocédasticité. L'intervalle est plus large dans les zones où la réponse est plus variable. Mais si les quantiles sont mal estimés, la couverture effective peut s'écarter du niveau annoncé. La prédiction conforme ajoute une étape de calibration sur un échantillon distinct. On mesure les erreurs commises par les quantiles, puis on élargit les intervalles de la quantité nécessaire pour garantir, sous une hypothèse d'échangeabilité, une couverture marginale en échantillon fini. L'intérêt majeur est que cette garantie ne dépend pas du choix de l'algorithme de régression quantile, réseau de neurones, forêt aléatoire ou méthode plus classique. La figure compare plusieurs modèles. Le panneau de droite montre que les couvertures restent proches de 90%. Le panneau de gauche compare les longueurs moyennes. À couverture comparable, les méthodes conformalisées peuvent produire des intervalles plus courts et donc plus informatifs, notamment lorsqu'elles exploitent correctement l'hétérogénéité locale. Il faut toutefois interpréter précisément la garantie. Elle est marginale sur les nouvelles observations. Elle n'assure pas nécessairement 90% de couverture pour chaque sous-groupe ou chaque valeur des covariables. Elle suppose aussi que les données futures soient échangeables avec les données de calibration, ce qui peut être mis en défaut par une dérive du portefeuille. Cette dernière méthode résume bien le message de l'exposé. Le machine learning actuariel ne doit pas seulement chercher la meilleure prédiction moyenne. Il doit construire des données partageables, expliquer les décisions, raisonner causalement, transférer l'information avec prudence et quantifier la fiabilité des résultats. C'est à cette condition que les nouveaux algorithmes pourront enrichir durablement la pratique actuarielle.